Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Sujet santé à présent dans Midi Lorraine, intéressons-nous à la maladie de Lyme. Alors on estime que la borréliose touche entre 50 000 et 70 000 personnes en France, alors c'est conséquent, mais seulement voilà, beaucoup de malades confient leur désarroi de ne pas trouver de parcours de prise en charge efficace. Mais cela devrait changer, n'est-ce pas Nicolas Dufour ? Oui, on peut l'espérer, Romane, puisqu'un rapport parlementaire sur la maladie de Lyme a été déposé cet été. Il émet des préconisations afin de rendre les parcours de soins plus efficaces. L'objectif, c'est bel et bien de sortir les malades de l'errance thérapeutique. On en parle avec notre invité qui est l'un des rapporteurs. Bonjour Nicole Triss. Bonjour. Donc vous êtes la députée de la 5e circonscription de Moselle et vous êtes sensibilisée depuis longtemps à la problématique d'errance des malades de Lyme. Est-ce qu'on peut dire que notre région est particulièrement touchée par cette maladie ? Oui, absolument. Nous faisons partie d'une des régions les plus touchées puisqu'on considère qu'il y aurait au moins 20% de tiques qui pourraient transmettre la borréliose de Lyme, c'est-à-dire transmettre une bactérie, le Borrelia, qui donne cette maladie. Voilà, on rappelle justement les causes de cette maladie, donc ça provient de la tique. Quels sont les symptômes ? Alors le premier des symptômes, c'est lorsque vous êtes piqué par une tique, c'est un érythème migrant, c'est-à-dire que vous avez un point rouge à l'endroit de la piqûre avec un cercle concentrique autour qui se diffuse au fur et à mesure des jours. Dans ce cas-là, vous allez voir votre médecin qui vous prescrira sans aucun doute une cure d'antibiotiques pendant 4 semaines. Ça, c'est pour ce qui est d'une maladie de Lyme qu'on constate parce qu'on a vu la piqûre, on a vu qu'on a été piqué et on va voir le médecin. Donc, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est lorsque on a été piqué, mais qu'on ne sait pas qu'on a été piqué parce que c'est indolore et que quelquefois, chez certains patients, chez certaines personnes, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, il y a des symptômes diffus qu'on peut appeler subjectif, ça c'est comme ça, c'est le terme qu'on emploie dans le domaine médical, qui deviennent de plus en plus invalidants. Et est-ce qu'on peut dire que les médecins sont un peu désemparés aujourd'hui par rapport au diagnostic de cette maladie et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez déposé ce rapport parlementaire sur la maladie de Lyme ? Oui, puisque très souvent, lorsque vous posez un diagnostic, il y a une cause, il y a un diagnostic avec des symptômes, une symptomatologie bien précise. Là, les symptômes évoqués peuvent être des symptômes qui pourraient être également liés à d'autres pathologies. Ça peut être la sclérose en plaques, comme la fibromyalgie, comme une dépression. Donc, c'est très compliqué, effectivement, de savoir d'emblée à quoi on a affaire. Et puis ensuite, le parcours de soins tel qu'il est pressenti, le concept même est très bien, je dirais, lorsqu'il est écrit dans les fiches de parcours de soins, mais la concrétisation est en deçà des attentes et tout à fait insatisfaisante à l'heure actuelle. Oui, Nicole Triss, je cite le début de l'introduction du rapport d'information déposé cet été parce que je le trouve très fort. L'abbé Pierre disait que la maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute société, c'est l'indifférence. Cette indifférence, certains Français la vivent au quotidien lorsqu'ils sont malades et que la société ne reconnaît pas leur maladie, lorsqu'ils ont besoin de soins et qu'aucun protocole ne permet de les prendre en charge, lorsqu'ils souffrent et se voient répondre que c'est dans la tête. Et parmi donc ces personnes, parmi ces patients, on trouve les malades de Lyme. Est-ce qu'on peut dire, Nicole Triss, que c'est en premier lieu un combat contre l'indifférence que vous menez ? Contre l'indifférence, oui. Contre la mésinformation également. En fait, il y a une errance médicale qui fait que les gens se sentent vraiment laissés pour compte. Et donc, il y a un impact réel, bien sûr, sur le plan de la santé, parce que les personnes ne vont pas bien. Et il ne faut surtout pas dire que c'est dans la tête, puisqu'elles ne vont pas bien. Il y a forcément, s'il y a un symptôme, il faut au moins soulager, même si la maladie n'est pas forcément identifiée. En fait, on a droit d'être soulagé quand même. Et donc, il y a effectivement cet impact sur le plan psychologique, qui en découle, et puis également sur le plan social, sur le plan économique. Bref, l'impact pour la société est énorme. Ça n'a jamais été évalué, mais si on prend tout cela en compte, il vaut mieux effectivement avoir un parcours de soins qui soit efficient, qui soit valable, dont on a une évaluation du début à la fin pour ces patients-là, plutôt que de les laisser comme ça dans l'errance médicale et dans la détresse. Depuis que vous êtes député, vous avez reçu beaucoup de gens qui vous confient leur désarroi de ne pas trouver de parcours de prise en charge efficace ou de ne pas être compris ?
Oui, énormément, mais pas seulement depuis que je suis députée. Auparavant aussi, nous sommes dans une région boisée. Il y a des gens que je connais qui sont pas bien, qui disent que le médecin, il sait pas ce que c'est, ou qui disent avoir Lyme et qui ne sont pas pris en charge parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a rien qui se fait, parce qu'ils n'ont pas l'information pour savoir où aller. Et effectivement, lorsque nous avons décidé de faire avec mon collègue co-rapporteur la mission d'information puis le rapport, on voulait en avoir le cœur net et savoir pourquoi il y avait tellement de dysfonctionnements dans un parcours de soins qui pourtant était établi. Je vous rappelle quand même que nous avons un plan Lyme depuis 2016 qui parlait du parcours de soins, de la prévention, de la recherche. En 2018, il y a eu un protocole de diagnostic et de soins destiné à ces patients qui d'ailleurs n'a pas eu de consensus parce que les sociétés savantes n'étaient pas d'accord sur ce protocole. Et en 2019, il y a eu une architecture de noter, donc avec une architecture graduée du parcours de soins, avec premier échelon le médecin généraliste, puis des centres de compétences, puis des centres de référence. Mais en réalité, ce parcours de soins, comme je disais, qui est très bien établi comme fiche sur le papier, n'est pas du tout évalué et n'est pas du tout, et vraiment en deçà de ce qu'on espérait avoir. Donc il faut absolument redonner du corps à ce parcours de soins qui me semble judicieux. Ces trois étapes sont judicieuses pour qu'un patient puisse être pris en charge de bout en bout avec une équipe pluridisciplinaire s'il le faut pour soulager ses symptômes et trouver la raison de ces maux. Vous évoquez, Nicole Triss, le plan Lyme de 2016, donc, et ces centres de compétences Lyme qui devaient être présents sur tout le territoire. Donc, il y en a eu quand même dans le Grand Est, il ne me semble pas qu'il y en a, mais certains ont pu être mis en place ? Alors, le problème des centres de compétences, il y en a une cinquantaine. C'est une liste que nous avions demandé, qu'on a eu du mal à avoir. Ces centres de compétences, en fait, ont répondu à un acte de candidature de la part des autorités sanitaires. Le fait est, c'est que tout le monde ne se sentait pas concerné et que, comme il n'y avait pas non plus de budget supplémentaire à la clé, il y a des hôpitaux qui n'ont pas candidaté. Et chez nous, dans le Grand Est, nous n'avons pas de centre de compétences. La Moselle n'a pas de centre de compétences, les Vosges n'ont pas de centre de compétences, alors même que nous sommes fortement concernés. Et Strasbourg et Nancy ont un centre de référence, donc ça c'est le recours ultime qui fait également de la recherche, à qui est accroché un centre de compétences, mais ce n'est pas réellement un centre de compétences dédié. Donc, en fait, il faudrait déjà qu'on ait un vrai maillage territorial avec des centres de compétences qui puissent accueillir les personnes qui ne sont pas bien, avec une équipe pluridisciplinaire, un infectiologue, un psychologue aussi, parce que les gens, ils sont à bout, un secrétariat dédié, parce que le dossier est complexe, un rhumatologue, etc., etc. Pour toutes les personnes qui, une fois qu'elles sont passées chez le médecin traitant ou le médecin généraliste, et qu'effectivement le cas est plus complexe, que le médecin puisse passer la main à ces centres de compétences. Ça me paraît d'une logique et d'un bon sens, mais effectivement, il faudrait déjà qu'on ait un réel maillage territorial à ce sujet-là. Et cela fait partie des recommandations Oui. du récent rapport pour lequel vous êtes co-rapporteur. On va reprendre quand même la première recommandation parce que c'est quand même le point de départ. Cette première recommandation, c'est de prévoir des consultations plus longues parce que le diagnostic peut prendre du temps en fait, jusqu'à 1 heure. Donc ce qui est primordial dans un premier temps, c'est lorsqu'une personne se présente avec des symptômes qui peuvent faire penser à la maladie de Lyme, c'est de prendre le temps avec son médecin généraliste. Oui, et là, on a une réelle difficulté, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en sous-densité médicale. Donc, les médecins ont des salles d'attente qui sont archi-bondées et ne peuvent matériellement pas prendre chaque personne pendant 1 heure de leur temps. Donc, et c'est vrai que dans une consultation normale de 10 minutes, un quart d'heure, le patient qui vient avec son problème qui traîne depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, ne peut pas expliquer en 7-8 minutes ce qu'il a comme problème, le ressenti, etc. Donc, oui, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'au moins la première consultation soit une consultation longue qui puisse être cotée comme consultation longue, comme dans d'autres cas,
pour d'autres pathologies, de sorte que le médecin puisse aussi y trouver son compte, et ça paraît tout à fait logique. Et en même temps, il faudrait également que ces médecins-là soient appuyés par un questionnaire qui puisse les aider un peu à orienter les questions pour pouvoir orienter le patient lui-même vers cette pathologie ou vers une autre pathologie. Et en même temps, alors cerise sur le gâteau, j'allais dire, il faut également qu'ils aient un centre de compétences avec un interlocuteur auquel ils puissent, s'il le fallait, proposer, orienter le patient. Le questionnaire diagnostic, donc c'est la seconde recommandation. Je rappelle qu'il y en a 24. C'est ça, j'en ai noté une autre, c'est la 14e. S'inspirer des recherches conduites sur le Covid long, qui pour le coup a bénéficié, on peut le comprendre, de beaucoup d'attention. De quelle façon s'inspirer des recherches conduites sur le Covid long peut nous aider concernant la maladie de Lyme ? Eh bien, en essayant d'établir une cartographie, puisqu'on a des symptômes qui sont diffus, des symptômes qui sont subjectifs et qu'on ne sait pas trop comment ça se passe. Je pense que si on faisait une cartographie des symptômes en fonction de ce que disent les patients, on arriverait effectivement à croiser certains types de symptômes pour justement faire bénéficier les médecins généralistes d'un questionnaire qui émanerait de cette cartographie. À un moment donné, c'est une forme de recherche clinique en fait, mais toutes ces préconisations, en tout cas la plupart, c'est du bon sens. C'est effectivement mettre un peu de liant dans cette architecture graduée qui avait été pensée, mais qui n'a pas suffisamment été appliquée. Alors, quelle est la suite ? Donc, le rapport d'information a été déposé. L'enjeu, c'est d'améliorer la prise en charge des patients. Des décisions doivent être prises dans les mois qui viennent ? Alors, ce que nous aimerions, et de toute façon, moi, je sais que j'ai diffusé ce rapport à toutes les instances que nous avions auditionnées, puisqu'on a auditionné énormément de personnes, les institutionnels, les ARS, la direction générale de la santé, la direction de l'organisation des soins, le conseil de l'ordre, des médecins, les pro-Lyme, les anti-Lyme, les associations, etc. J'ai pu constater, et j'en suis ravie, ce rapport-là semble consensuel, c'est-à-dire qu'il n'y ait personne, ni du côté des associations de patients, ni du côté des médecins, qui l'ait critiqué. Donc, ça veut dire que peut-être il y a quand même du bon sens dans ce qu'on a émis comme préconisation. J'aimerais, et je pense que ce sera fait, que ce soit l'axe de travail pour les prochaines réunions de pilotage de la Haute Autorité de Santé avec les sociétés savantes pour enfin trouver un consensus pour que le parcours de soins d'un patient Lyme ou d'un patient qui, comme ça, alors je vous parle de Lyme parce que c'est effectivement ça, mais ça peut très bien être un patient qui est en errance médicale parce qu'on n'arrive pas, parce qu'on ne le prend pas en charge correctement. En tout cas, j'aimerais que ce ne soit plus un parcours de combattant et que toute personne qui ne soit pas bien, qui ait des symptômes, puisse être prise en charge du début à la fin du parcours, de manière fluide et logique. On comprend que ça doit être très dur sur le plan psychologique, effectivement, pour ces personnes qui sont en errance, comme vous le dites. Et je suppose que c'est bon pour le moral des personnes atteintes de la maladie de Lyme. Ce rapport d'information, quelque part, peut aussi faire chaud au cœur. C'est parce qu'on se rend compte qu'on prend en compte précisément leur attente, leurs besoins. En tout cas, oui, j'ai eu des remerciements, des félicitations. Mon collègue aussi, avec qui j'ai travaillé sur ce rapport, visiblement, c'est un rapport qui était attendu, qui surtout est à distance de tout ce qui peut être les chapelles scientifiques, car il y en a, faut bien le dire. Nous, notre problème n'est pas de savoir si on parle de maladie chronique ou de syndrome persistant. Notre problème n'est pas de savoir si c'est un tel ou un tel qui parle sur un plateau de télé. Notre problème, c'est effectivement le patient et sa détresse et la prise en charge de ses symptômes et de sa détresse. Et effectivement, le parcours de soins, il n'y a aucune raison qu'on laisse quelqu'un de côté parce qu'on n'a pas de réponse immédiate. Voilà.
Alors effectivement, lorsqu'on est scientifique et cartésien, il faut une cause, un diagnostic et un traitement. Il y a des pathologies pour lesquelles c'est moins évident, dont on ne sait pas tout, j'en suis tout à fait consciente. Mais enfin, c'est quand même un enjeu de santé publique à tout point de vue. Et comme je vous disais, il y a un impact sociétal également pour qu'on prenne en charge correctement les personnes en souffrance. Merci beaucoup, Nicole Triss. Je vous remercie. Merci Nicolas Dufour, merci à notre invité Nicole Triss, RCF.